Isabelle Hu, qui est docteure en chirurgie dentaire et ostéopathe également. Elle est enseignante au Centre d'ostéopathie du Québec et elle fait aussi les thérapies manuelles générales et crâniennes. Elle a exercé la chirurgie dentaire pendant 19 ans, soit de 1980 à 1999. Elle a ensuite obtenu un doctorat en 1980 à l'Université de Paris. Elle a fait des certificats d'études supérieures en physique et en chimie des biomatériaux. Et son intérêt particulier dans le domaine de la prévention des problématiques dentaires et buccales l'amène à choisir l'ostéopathie comme moyen d'approche thérapeutique privilégié. Elle partage son expérience des arts dentaires et ostéopathiques, désireuse de créer et de développer des partenariats entre les membres de ces deux professions. Et aujourd'hui, elle nous parle d'ostéopathie clinique et de médecine dentaire. Merci à tout le monde pour l'invitation et la remarquable organisation du congrès. Alors, il faut que je mette en entier. Merci. Oui, alors c'est parti, on y va. Merci. Donc, ostéopathie, médecine dentaire, c'est assez fascinant de voir tous les axes, toute la créativité qu'il y a en ostéopathie et tout ce que la recherche peut impliquer. Alors, on a vu aujourd'hui des applications très scientifiques, on a vu des possibilités de futur de recherche. Merci. OK. Et en ce qui me concerne, je suis un peu comme un électron libre et c'est une recherche clinique. Bon, je sais bien qu'on est tous des cliniciens, mais la recherche, elle se fait pas à pas au fur et à mesure de la pratique. Et dans ma vision de médecine dentaire, qui est un métier absolument merveilleux, c'est un métier technique, c'est un métier philosophique, c'est un métier qui aborde la chirurgie, qui aborde beaucoup d'aspects de l'être humain. Et on peut déplorer que déjà en médecine, la médecine dentaire ne fasse pas partie de la médecine. C'est toujours une discipline qui a été traitée à part. Et ça m'a toujours dérangée parce que on parle aussi de santé dentaire, mais peut-être pour des raisons technologique, la technicité étant tellement sophistiquée maintenant, c'est tellement un domaine qui a toujours été évoqué à part de ce fait, que c'est enseigné et mal compris. Et j'ai toujours eu envie de ramener la globalité du corps et de reconsidérer les dents dans la santé globale, donc dans la médecine dentaire. Le mot de médecine dentaire est utilisé, je sais, on parle des médecins dentistes en Suisse, on parle des médecins dentistes ici au Québec. En France, on parle directement de chirurgie. C'est déjà une orientation dans la façon dont on peut l'approcher. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage, on pourrait dire ostéopathique. Pour m'intéresser, c'est l'outil qui m'a le plus intéressé par rapport à la globalité. Donc, de petits doigts en petits doigts, en main, etc. Et donc, maintenant, ça fait 10 ans d'ostéopathie. Et je vais vous proposer un petit peu ma manière une façon d'aborder cette thématique très globale. Donc, j'articule un petit peu ma manière de créer des ponts aussi le plus possible avec les chirurgiens dentistes et d'essayer qui sont des praticiens qui sont relativement faciles à aborder différemment du domaine médical pur parce que ce sont des praticiens qui ont déjà un sens palpatoire. On peut trouver un pont, une manière de leur enseigner parce qu'ils savent déjà qu'un os, ça saigne. Ils n'ont pas forcément le modèle anatomique de l'os sec. Ils font des travaux et ils travaillent très bien et parfois il n'y a pas les résultats escomptés. Donc ce sont des gens qui ont les mains dans le patient. Donc à partir de là, on peut trouver des ponts et leur expliquer un petit peu ce qui se passe et leur expliquer notre point de vue d'ostéopathe. Donc je vous disais, j'articule un petit peu la manière d'orienter aussi pour enseigner suivant 4 axes thérapeutiques qui sont tout le domaine des dysfonctions crânio-mandibulaires, donc le domaine de l'occlusion, de la fonction occlusale, qui est beaucoup plus importante qu'on le croit. C'est aussi peu enseigné, on parle beaucoup d'articulation temporomandibulaire en ostéopathie, mais l'occlusion est quelque chose qui est mal connu en général.
Donc il y a cet aspect-là. Ensuite, il y a tout le domaine de l'orthodontie avec la croissance crânio-faciale et la croissance, le développement du crâne, de la face chez les enfants, mais aussi l'orthodontie des adultes. Troisième axe où on peut intervenir en ostéopathie et créer des ponts, c'est le domaine de la chirurgie pure, de la chirurgie dentaire, parodontale, endodontique, etc. Et aussi le domaine de la chirurgie maxillofaciale qui est très très vaste. Un quatrième domaine qui intéresse beaucoup de monde, c'est le domaine des parafonctions. Alors, principalement le bruxisme, les grincements de dents, et ça intéresse tout le monde en général, et les dentistes en particulier, parce que reconstituer des couronnes en porcelaine et les voir exploser au bout de quelques mois parce que le patient grince et qu'on ne sait pas quoi faire, c'est pas drôle. Donc, effectivement, l'ostéopathie peut être une aide plus que précieuse. Donc sur la petite feuille que vous avez dans les classeurs, en fait c'est une petite feuille qui se plie en trois que je donne un petit peu aux dentistes pour essayer de leur montrer et de simplifier, de leur montrer ces quatre axes. Donc ça c'est le dos, donc je parle des parafonctions, je leur explique un petit peu qu'est-ce que c'est que serrer les dents. Et puis dans les trois autres, il y a l'explication de l'occlusion avec le rapport à la posture, le rapport à la posture mandibulaire bien sûr, mais une fois qu'on a parlé de posture mandibulaire, c'est déjà facile d'aller sur la posture cervicale, et de là on peut parler du rachis, on peut parler de la posture en général. Ce sont des notions qui commencent à être un peu plus connues maintenant au niveau de la posture chez les dentistes, tranquillement. On est en construction, on est en recherche. Le domaine de l'orthodontie aussi est vraiment fascinant par rapport à tous les troubles, le développement de la face avec les troubles, je l'ai vu évoqué sur une de vos diapositives tout à l'heure, au niveau de la succion, la respiration, tout ce que ça implique dans la croissance, la déglutition et la phonation. L'orthodontie on peut travailler nous en prévention, en accompagnement ou après un traitement orthodontique. Et en maxillofacial, c'est très large, ça peut concerner aussi tout le domaine de la pathologie, de la cancérologie. Souvent, les chirurgiens font du bon travail, mais ce sont des techniciens, ils n'ont pas le temps de tout faire. Et il n'y a pas de prise en charge au niveau des douleurs résiduelles, et parfois on peut aussi beaucoup aider les patients dans ce domaine. Y compris le fait qu'il y ait de plus en plus de chirurgie maxillofaciale pour essayer de régler des problèmes rapidement, avancer un maxillaire ou couper une mandibule, ça a aussi des conséquences importantes sur le plan plus que ostéopathique. Donc déjà, pour changer, pour mettre une vision beaucoup plus large, ne serait-ce qu'au niveau du crâne sur l'ATM et de cette coupe longitudinale qu'on a tous vue dans les bouquins et dont on est, pour ma part, que je suis complètement saturée, c'est de voir la lentille biconcave et le ménisque de l'articulation temporomandibulaire. Et j'aime bien cette vue de Sobota, de la base du crâne, qui nous permet de voir que les forces de mastication, elles s'appuient sur toute la base du crâne. Et le grand oublié de ça est aussi l'insertion du pharynx et du fascia pharyngo-basilaire sur notre fameuse base crânienne. Si vous regardez la largeur sur la vue inférieure des muscles masticateurs, vous voyez déjà l'importance que ça prend de chaque côté et la puissance de ces muscles masticateurs. Donc on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui se passe vraiment en 2 dimensions, mais qui est beaucoup plus imposant que ça. Et la coupe longitudinale qui permet de voir la continuité de ce carrefour aérodigestif, la continuité des muqueuses, et que tous ces systèmes sont interreliés de manière très fine, en même temps très mécanique, et que si on a une fonction qui est erronée ou comme une mauvaise déglutition, il va y avoir des répercussions sur toutes les autres fonctions, parce qu'il s'agit de nos mêmes muscles pour parler, pour manger, pour avaler, entre autres. Donc juste par quelques images, sans faire de détails anatomiques, mais voyez que tous ces muscles rentrent dans la fonction linguale, ces insertions, le pharynx, vue latérale et vue postérieure, les muscles du voile du palais et leur fine mécanique
pour permettre la levée du pharynx du larynx, pardon, pour l'arrêt respiratoire qui va avec la déglutition, tous les muscles de la mimique qui sont inclus, et bien sûr les supra- et infra-hyoïdiens, pour ne citer que dans nos fonctions préférées. Donc pour ça, il faut revenir aussi un petit peu à l'anatomie, et souvent en ostéo, on n'a pas le temps de rentrer dans le cursus régulier, dans tous ces détails anatomiques des dents, qui sont aussi un monde extraordinaire. C'est très très beau une dent. Moi, j'ai toujours été fascinée. Et aussi quelque chose de voir, quand on regarde, si vous regardez un sphénoïde, regardez comment c'est beau, vous, ça va vous parler, un iliaque, mais une dent, c'est notre organe qui arrive en dernier. Comme je fais souvent cette comparaison, les feuilles à la fin d'un arbre, il y a la croissance de l'arbre et les bourgeons dentaires, donc les feuilles arrivent en dernier. Et c'est ce que nous avons de plus minéral en nous. C'est beaucoup plus dur que de l'os. Donc tout ça, c'est une symbolique qui est fort intéressante. Et comme la nature ne fait pas les choses au hasard, le rapport de structure aux fonctions est très important. Donc c'est intéressant de reprendre toute l'anatomie de la dent pour comprendre la fonction occlusale et son importance dans la dynamique et la croissance crânio-faciale. Et cette vue de Sobota qui nous permet de voir comment les os maxillaires sont pleins de dents chez l'enfant. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les problèmes qui est connu en France, en tout cas dans le monde francophone, c'est Michel Clausade qui travaille sur un concept qui s'appelle l'ortho-posturo-dontie, qui est dans le sud de la France, à Perpignan. Et il a de très belles vues sur son site internet qui permettent d'illustrer la mécanique des dents par rapport à la posture. Pour rappeler que là, quand même, la dentisterie est une science mécanique et qu'on a besoin de critères extrêmement précis pour pouvoir reproduire les données en laboratoire. Et on se base, par exemple, avec le plan de Francfort, sur un plan qui est connu, qui part du point suborbitaire sur le méa acoustique externe, qui est aussi utilisé en anthropologie, donc en anatomie comparée. Et tous ces plans nous permettent, par exemple, sur la patiente, sur la photo en haut à droite, c'est un arc facial qui permet d'enregistrer le maxillaire dans l'espace, et ce qui permet la programmation sur un ordinateur pour pouvoir faire une vraie analyse occlusale en laboratoire. Donc vous voyez, c'est très sophistiqué toutes ces choses-là, et il est important qu'en ostéo aussi, on connaisse ce qui se passe dans l'occlusodontie traditionnelle dans le cabinet dentaire pour pouvoir développer un langage commun. La difficulté. Juste parce que j'adore cette illustration du trijumeau. Je ne sais pas si vous aviez eu l'occasion de la voir, elle nous permet de voir l'importance de ce nerf de chaque côté du crâne qui est comme des énormes griffes et que toute cette sphère est vraiment sous sa dépendance. Ça, c'est une vue que j'aime bien pour illustrer de manière simple quand j'interviens auprès des dentistes pour leur montrer qu'on n'est pas avec un crâne parfait, parce qu'en général, on l'oublie. Moi, ça m'a pris des années avant de pouvoir penser qu'un enfant pouvait avoir des troubles d'articulation temporomandibulaire. J'ai jamais pensé à ça lorsque j'étais dentiste. Pour moi, c'était symétrique. Donc, la symétrie ne concernait que la mandibule. Donc vous voyez, il y a du chemin. Donc maintenant, il faut que je refasse un petit peu les étapes pour pouvoir expliquer à mes confrères dentistes. Donc il existe plusieurs personnes qui ont travaillé. On nomme souvent en France donc Michel Clausade et Bernard Bricot. Il existe toute une batterie de tests posturaux qui sont utilisés par les dentistes qui permettent aussi de faire des liens avec nous. Donc c'est intéressant de les connaître et de connaître la relation à la posture et le système postural fin. Les tests posturaux sont souvent beaucoup plus faciles à mettre en œuvre et à interpréter pour les dentistes. Pour les ostéos, c'est discutable, mais pour le dentiste,